Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, la firme Sony a décidé de sortir finalement, mais de manière limitée, le film très controversé The Interview. Ce sera à partir de jeudi dans certains cinémas aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures, eh bien, il semble que toute la Corée du Nord ait été privée d'Internet. S'agit-il d'une riposte à la cyberattaque dont auraient été victimes les États-Unis la semaine dernière? Est-ce que les États se livrent donc à ce type de stratégie pour se nuire les uns les autres? On va en parler ce soir. On va essayer de mieux vous expliquer ce qu'est la cyberattaque, la cyberdéfense, bref, tout ce qui est relatif au cyberterrorisme également. On va en parler avec Michael Gomel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé Amadis, vous êtes consultant en nouvelles technologies, spécialisé donc dans les startups notamment. Bonsoir à Jacques Neria, qui est notre expert pour les questions de sécurité et de défense. Et puis on est en ligne également depuis la Suisse avec Michel Nesterenko, qui est docteur en droit et spécialiste lui aussi en cybercriminalité. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous interviendrez donc également dans ce débat. Et puis on a posé évidemment une question relative donc à la cyberdéfense aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle arme efficace aujourd'hui donc disponible pour les États? Question posée via le site internet i24news.tv. On va voir tout de suite les réponses de nos internautes avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Après l'attaque informatique des studios Sony attribués à la Corée du Nord, les connexions Internet du régime nord-coréen ont été totalement interrompues lundi par une panne géante qui a duré 9 heures. Aucune image spectaculaire d'explosion, de bâtiments en ruine ou de civils en fuite, mais ce genre de cyberattaque fait de nombreuses victimes dans les secteurs des technologies, de la finance, de la défense ou des autorités publiques. Nous avons donc posé cette question à nos internautes aujourd'hui. Les cyberattaques sont-elles une arme efficace? Je vous propose qu'on regarde tout de suite les résultats de notre sondage. Et ce soir, le oui l'emporte très largement à une écrasante majorité avec 81% de oui et 15% de non. On va regarder tout de suite les commentaires de nos internautes et on commence avec Béchir Boli. C'est très efficace car une telle attaque permet aux faibles de frapper le fort là où il est faible. C'est une arme qui présente aussi un intérêt pour ceux qui ne souhaitent pas s'identifier comme attaquants. Un avis partagé par un autre internaute pour qui les cyberattaques sont efficaces. La preuve en est avec l'annulation de la diffusion du film The Interview après des menaces faites contre la firme Sony. Une guerre avec moins de morts mais des conséquences économiques fortes. Voilà notre avenir. Alors ils sont aussi 13%, comme je vous le disais, à avoir voté non. Henriette Siari, par exemple, est encore sceptique. Ça ne me semble pas efficace. Pour moi, c'est la solution des faibles d'attaquer par la menace. Il faut savoir se battre à armes égales ou reconnaître son infériorité, selon cet internaute. Et enfin, on termine avec le commentaire de Michel Grenier. Les cyberattaques font peur parce qu'on ne les voit pas, ni leurs conséquences. Elles opèrent dans un espace invisible. Mais en réalité, malgré Stuxnet, les centrifugeuses du programme nucléaire iranien tournent toujours à plein régime, tandis que le programme de Saddam en 1981 a été anéanti par une attaque conventionnelle. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes toujours invités à participer au débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors on va effectivement essayer de comprendre si c'est aujourd'hui la nouvelle manière de procéder, peut-être de manière plus soft comme on dit, dans la stratégie militaire. Je voudrais d'abord vous donner la parole, d'ailleurs Michel Nesterenko, puisque vous connaissez très bien également ce domaine. Est-ce qu'il est plausible qu'aujourd'hui on ait assisté comme ça à une partie de ping-pong entre les États-Unis et la Corée du Nord? Est-ce que l'on appelle des cyberattaques? Oui, ça c'est évident. On est en plein dans la cyberguerre, c'est-à-dire un nouveau type de champ de bataille. Les États-Unis s'y sont préparés depuis des années. Ils ont un bataillon constitué qui vient depuis à peu près 6 mois de recevoir l'autorisation de mener des offensives destructrices sur n'importe quel pays de la planète, y compris la France si nécessaire, ou même l'Allemagne si nécessaire. Ciblés ou pas ciblés. Donc oui, les États-Unis aujourd'hui considèrent l'arme électronique comme une arme tout à fait similaire à celle de bombardement ou même d'envoi de commando. Alors, vous restez avec nous, hein, Michel Nesterenko, Jacques Neria. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une arme qui est considérée par tous les pays. On a entendu parler des États-Unis. Chaque armée aujourd'hui a un dispositif. Tout à fait. Et puis, comme le disait M. Nesterenko,
nous sommes en pleine guerre. C'est une guerre qui est une guerre, je dirais, de l'ombre, qui se passe non pas ouvertement comme dernièrement entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais ça se fait derrière, je dirais, un silence qui est accepté par tout le monde. Imaginez-vous un instant que nous sommes capables de lire ce que vous avez sur votre iPad, de savoir exactement quels sont les mails que vous avez envoyés. Tout cela nous donne des renseignements qui sont utiles, non seulement pour savoir ce que vous faites, mais pour aussi parer à beaucoup de choses que vous êtes en train de préparer. On peut vous envoyer des messages disant que votre rendez-vous à 10h30 est retenu et a été changé pour une autre heure. Et entre-temps, on pourra faire quelque chose contre vous. Les services de renseignement sont très présents là. En Israël, comme dans les États, en Europe et en Occident, et surtout dans les pays, je dirais, où la démocratie manque. La cyberattaque, l'arme cyber est une arme qui est essentielle dans la conduite des nouvelles guerres. Michael Gomel, là-dessus? Je pense qu'effectivement, on rentre, et on l'a vu depuis Stuxnet à partir de 2010, avec cette cyberattaque sur les centrifugeuses iraniennes pour essayer de freiner le développement du programme nucléaire iranien. On rentre dans une nouvelle ère qui peut amener à des choses qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, à savoir peut-être la prise en main des réseaux électriques, le contrôle des infrastructures, parce que coupure tout est basé... d'Internet, comme aujourd'hui en Corée du Nord, sur tout un pays. Alors absolument. Alors coupure d'Internet, c'est plus facile avec la Corée du Nord qu'avec les États-Unis ou les grandes démocraties, parce que en Corée du Nord, le seul canal, si vous voulez, qui amène l'Internet en Corée du Nord passe par la Chine. C'est un câble sous-marin. Il suffit de pouvoir le contrôler de façon évidemment cybernétique pour couper l'Internet pendant en tout cas un certain temps. C'est sans doute ce qu'ont fait les États-Unis aujourd'hui en riposte au piratage de Sony. Donc, les États devenant de plus en plus dépendants des ordinateurs, donc les ordinateurs sont devenus les cibles majeures, parce qu'on peut, comme le dit notre ami, paralyser un pays. Éteindre l'électricité dans un pays du coup. À l'époque, c'était brouiller les communications. On peut brouiller les communications pour pouvoir rendre notre ennemi aveugle pour un certain temps et pour pouvoir profiter de cette cécité pour pouvoir attaquer. Donc, je dirais c'est une arme et les pays qui ont compris cette arme-là, comme les États-Unis, Israël et autres pays de l'Occident, se sont préparés pendant des années à cela. Michel Nesterenko, ce qui étonne aussi, c'est de voir que la Corée du Nord dispose d'un potentiel, peut-être qu'on avait sous-estimé. Est-ce que les Américains étaient préparés à cela, à votre avis? Il y a deux aspects dans ce que vient de faire la Corée du Nord. Un, c'est le vol d'informations informatiques qui ont causé des dégâts de l'ordre de 50-70 millions de dollars. Des dégâts sur l'image qui peuvent avoisiner 500 millions de dollars. Mais la censure du film, elle, correspond à un acte de menace terroriste qui n'a rien à voir avec l'arme électronique. Mais il y a une combinaison des deux dans ce que fait la Corée du Nord. Et on l'attaque sur l'attaque informatique, mais on ne dit rien à propos de la menace terroriste. Là, je ne comprends plus. On discutait tout à l'heure, juste avant cette émission-là, les effectifs que la Corée du Nord a. Alors, les chiffres varient entre 1200 et 4000 soldats, des hackers professionnels formés spécifiquement pour. Alors que, par exemple, en Corée du Sud, vous en avez à peine 600. Donc, cette estimation de la quantité, bien que ce soit une estimation, donne une idée du sérieux que ce problème est considéré par la Corée du Nord et je dirais par d'autres pays. Mais la cyberattaque n'est pas limitée au pays même. Elle fait partie d'institutions criminelles, c'est la criminalité. Donc, essayer d'avoir le plus grand nombre possible de comptes en banque de quelqu'un, vous pouvez ruiner un pays. Vous pouvez ruiner un pays en pénétrant dans ces systèmes bancaires et en créant, je dirais, une situation intenable du point de vue des bourses elles-mêmes. Donc tout cela, et on le sait, chaque jour, il y a des centaines d'attaques hackers par des hackers qui sont contre les États-Unis, contre les institutions financières. Et ça, c'est en premier lieu, je dirais, une cible. Ouais. Donc il y a de la cyberdéfense qui s'organise. C'est un marché porteur aujourd'hui? Alors absolument, et dans lequel Israël, effectivement, tient une bonne place au niveau international, avec
des sociétés qui ont pignon sur rue comme Check Point, aujourd'hui, qui est des leaders mondiaux dans le domaine de la cyberdéfense. Et évidemment, à chaque fois qu'on a des systèmes d'attaque, des systèmes de virus, des systèmes de cheval de Troie, il y a des technologies qui sont développées pour contrer tous ces systèmes. Mais M. Nesterenko mentionnait très justement que grâce en fait, au piratage informatique, les cyber-hackers coréens ont réussi à faire passer des messages sur les ordinateurs des employés de Sony en leur disant « Attention, si vous diffusez ce film, les salles de cinéma qui le diffuseront seront victimes de terrorisme. » Et là, c'était effectivement l'arme du terrorisme qui était, par le biais donc d'une cyberattaque, mise en avant comme menace en fait, pour les salles de cinéma qui oseraient diffuser ce film. Ouais, qui sera diffusé d'ailleurs à partir de jeudi. Que je dirais dans une Russie qui est ennemie aux États-Unis, que les Russes aient le moyen d'attaquer par des moyens cyber le système missile américain, le neutraliser ou au contraire l'activer immédiatement sans que les Américains puissent faire quoi que ce soit. Je dirais, c'est un vrai danger. Les gens n'ont pas conscience parce que ce n'est pas un danger qu'on voit en face. On voit pas, ce n'est pas l'égorgeur de Daesh, ce ne sont pas des armées traditionnelles, ce ne sont pas des tanks, des chars d'assaut. C'est une arme qui est invisible en fait et qui ne se fait visible à partir du moment où votre écran ne montre plus rien. Michel Nesterenko. Oui, je crois qu'il faut aussi séparer l'attaque criminelle pour gagner de l'argent ou faire un petit coup de main comme vient de faire la Corée du Nord, et l'attaque d'un pays contre un autre pays pour exploiter les succès informatiques. Et là, il faut des moyens absolument colossaux, il faut des super ordinateurs pour pouvoir craquer tous les logiciels cryptés, tous les mots de passe, tout le reste, et un temps de préparation et de cartographie qui va dans les mois et les années. Donc c'est des moyens colossaux. Et aujourd'hui, ces moyens, ils n'existent que dans 4 pays. Les États-Unis en numéro 1, la Russie aussi, la Chine aussi et Israël. Ce sont les 4 pays qui aujourd'hui disposent de cette capacité non seulement de lancer une attaque à l'échelle d'un pays, mais aussi de l'exploiter avec succès, c'est-à-dire d'affaiblir suffisamment l'autre pays pour le mettre à la merci. Ouais. Donc, il faut des moyens très très importants pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, Israël, disons, a des préoccupations particulières sur une zone géographique très particulière. La Chine est plutôt préoccupée sur son économie. Si la Chine attaquait les États-Unis, l'économie chinoise chuterait très rapidement. La Russie est préoccupée par son économie aussi. Il n'y a que les États-Unis aujourd'hui qui sont très motivés à faire des opérations offensives. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, le problème fondamental aujourd'hui, c'est le renouvellement des armes nucléaires. Il n'est pas question que les États-Unis restent avec des armes nucléaires obsolètes. Or, le budget qui vient d'être voté la semaine dernière a prévu seulement 17 milliards pour ces armes, alors que, que le chiffre officiel nécessaire minimum, c'est de 300 milliards par an pour les 10 ans qui viennent, pour pouvoir renouveler le stock qui est en train de devenir dangereux. Donc là, on a un problème de fond, et c'est pour ça que cette semaine, le New York Times a publié un nouvel article en disant « Attention, il va y avoir une attaque étrangère sur les infrastructures américaines ». C'est le projet Aurora qui a été préparé par la NSA depuis des années. Alors on se pose bien la question, qui va attaquer les États-Unis, les infrastructures américaines, de façon à immobiliser l'économie américaine? Qu'est-ce qu'on cherche à faire là? On cherche à faire peur au peuple américain avant tout. C'est une montre tactique pour pouvoir avoir un peu plus d'argent dans les budgets de défense. Oui, c'est ce qui est utilisé dans d'autres pays. Naturellement. Merci. Le Congrès est bloqué aujourd'hui par une loi qui s'appelle le séquester et qui force une diminution des budgets de la défense d'année en année. Alors que dans le nucléaire, il faut l'augmenter et passer de 17 milliards à 300 milliards par an.
Merci beaucoup Michel Nesterenko. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et spécialiste de cybercriminalité au Centre français du renseignement. Il nous reste 1 minute. On l'a dit, en Israël, c'est un secteur qui est développé, très développé, parce qu'il y a aussi l'armée qui favorise cela. Alors absolument. Israël, depuis longtemps, pour cause de manque d'effectifs, a déployé justement son armée vers le renseignement, vers la cyberguerre, en développant évidemment l'unité 8200, qui est une des plus connues, mais également Talpiot. Il y a un certain nombre d'unités d'élite dans l'armée, dans Tsahal, qui sont spécialisées dans le renseignement électronique et ensuite dans la guerre électronique, effectivement, et qui ensuite, tous ces soldats étant ensuite relâchés dans le civil, constituent des start-up qui sont championnes du monde dans un certain nombre de domaines, de cybersécurité, sécurité Internet, etc., et qui ensuite vendent à tout le reste du monde. Merci beaucoup, Michael Gomel. Merci, Jacques Neria. Voilà donc ce qu'est, en gros, ce nouveau défi que l'on découvre aujourd'hui au grand jour, la cyberattaque, au niveau des États. Dans un instant, l'invité du Grand Direct nous ramènera au Moyen-Orient.